Bonjour et bienvenue dans la saison 5 de Sacré Numéro, le podcast de l'énéagramme. Comme vous le savez sûrement, je suis Camille Ganet, psychologue et passionnée de ce modèle de l'énéagramme. Dans cette saison 5, il va y avoir 2 nouveaux formats. Alors celui que vous connaissez déjà, qui est celui où un interviewé découvre en live, un peu sans filet, son profil énéagramme. Et le nouveau format, ça sera le format des panels, mais je vous en dirai plus dans les épisodes correspondants. Si connaître votre profil énéagramme et travailler sur vous, c'est quelque chose qui vous intéresse, je peux vous accompagner en individuel, en collectif, en présence uniquement dans le sud de la France ou à distance. Je fais aussi une retraite corps énéagramme pour apprendre à être et à danser et à incarner son profil. Et si ce qui vous intéresse un peu plus, c'est d'accompagner avec ce modèle, j'ai une formation à destination des accompagnants. Alors derrière mon micro aujourd'hui, il y a quelqu'un que j'ai un peu traqué, honnêtement, pour qu'il soit là. Il a dit oui. Je suis ravie de le recevoir parce que c'est une personne qui très concrètement a marqué mon corps avec des tatouages, qui a marqué ma maison, un grand endroit dans ma maison, parce que c'est surtout un grand artiste. Et il va détester d'ailleurs cette présentation que j'ai fait de lui. Je reçois Maxime derrière mon micro. Merci d'être là. Bonjour Camille, merci à toi pour l'invitation. Alors, on y est. L'idée là, c'est qu'on va parler du profil, de ton profil. On en avait discuté justement, je crois, quand tu me tatouais. je t'avais un peu parlé d'énéagramme, de podcast, etc. Et je t'avais passé ce livret-là que, je sais pas si on le voit, mais bon, je crois que vous le connaissez, que tu as lu. Tu m'as dit, tu l'as lu combien de fois ? Beaucoup de fois, 4 fois, autant pour moi que pour d'autres, pour des proches ou pour des amis. Ouais, ça fait un peu ce truc-là des fois. Quand on lit, on imagine des gens qu'on connaît. Ouais, c'est un peu le piège du truc. Tu l'as lu plein de fois, du coup. Oui, je l'ai lu plusieurs fois, oui, bien sûr. Alors, est-ce que c'est clair ou est-ce que tu as plein de questions ? Non, ça me semblait plutôt clair, même si j'ai trouvé difficile le fait d'essayer de mettre vraiment un numéro ou de correspondre à un profil, parce qu'on se retrouve un petit peu dans tous les profils. Ouais. Mais vraiment, je trouve que vraiment quand on va sur vraiment le fondement du profil, la peur la plus profonde, du coup on se rend vite compte de oui c'est moi ou non c'est pas moi, parce que c'est vite... En fait, on a vite envie de correspondre au côté altruiste ou au côté un peu aventurier. Mais quand on voit la finalité du profil, on se dit non, finalement, c'est pas ça, ni ma peur, ni ma motivation. Donc, je suis peut-être pas ça. Et du coup, c'est un cheminement que j'ai trouvé quand même assez long, mais constructif, quoi. Et ouais, en fait, souvent, il y a un des pièges quand on... d'ailleurs, on en parlait un petit peu en off, c'est que quand on commence à avoir une énéagramme, on lit plein de trucs. C'est-à-dire qu'il y a plein de livres sur Internet, il y a plein de contenus, et des fois, on peut se perdre un peu. Et je trouve que revenir à sa peur, ça nettoie un peu ce truc-là. Oui, c'est-à-dire tout à que fait. C'est un peu binaire. Tu dis, non, mais ça, je l'ai pas, ou je l'ai un petit peu, mais moins que les autres. Et toi, tu voulais être alors altruiste ou aventurier ? J'adore la façon que tu l'as décrit. Non, pas spécialement. En plus, c'est pas vraiment lié. Moi, effectivement, le côté altruiste, c'était plus par rapport au fait que dans ma vie, je consacrais beaucoup de temps aux autres et que j'avais tendance, moi, à me mettre un petit peu de côté. Ouais. Et du coup, c'est en ça que je me suis dit, il y a peut-être quelque chose de ce côté-là. Et quand je me suis intéressé plus profondément à l'altruisme et au fait je veux pas me tromper, mais d'exister d'avoir besoin d'exister ou d'être aimé par les autres, c'est là que j'ai compris qu'en fait pas du tout, quoi. Exactement. Que c'est un nom interne. Ok. Ouais, exactement. C'est pas la bonne piste. Alors quelle piste ? Alors cache pas quel profil t'as plus parlé, ou les peurs qui t'ont plus parlé. Ou la peur d'ailleurs, il y en a peut-être qu'une. Hein. Je sais pas, je dis les, mais. Non, oui, pour le coup, en fait, en termes de peur, moi, c'est vraiment le 1 qui m'a le plus parlé, donc peur de ne pas être à la hauteur. Ok. Donc, j'ai cherché du contenu parce que du coup, j'ai trouvé pas évident à la base de le différencier avec le 3 et la peur de l'échec, en fait, par rapport au résultat. Et puis voilà, après, en fait, les numéros, les profils dans lesquels je me retrouvais le plus, ça restait quand même
le 1, le 4 et le 7. Qui sont c'est QFD, c'est-à-dire que reliés par des flèches. Parfait. Donc, ah ouais, c'est génial. Ah ouais. Non mais c'est génial parce que souvent ça peut, pour trouver son profil, il n'y a pas de méthode un peu parfaite. C'est soit je le lis et j'en ai un, je me dis c'est moi, soit je lis, il y a la peur, ça me dit c'est moi. Et quand j'hésite, c'est intéressant d'aller creuser ceux sur lesquels on hésite parce qu'ils sont en lien, les profils. Et là, c'est un cas d'école. C'est-à-dire que tu dis, je me ressens sur le 1, sur la peur du 1, mais quand même, le 4 et 7, ils m'appellent, qui sont les deux autres profils qui sont en lien avec le profil 1. Donc, je trouve que c'est assez génial, en fait, de voir ça. Bah, écoute. Oui, très bien. Et le 3, du coup, il t'a pas trop parlé. Parce que tu l'évoques, tu disais c'est difficile de voir la différence entre la peur de l'échec et la peur de ne pas être à la hauteur. Non, il ne m'a pas parlé parce qu'en fait, j'ai plus tendance à m'en foutre du résultat et du coup de ne pas exister à travers ce que j'ai accompli parce que j'ai plus tendance justement à ne pas en parler et à faire comme si... de toute façon, rien n'est assez bien, donc ça ne vaut pas la peine d'en parler. Donc c'est pour ça que y a un côté compétiteur, un peu combattant, un peu qui se vend, qui du coup ne correspondait vraiment pas à ce que je suis ou à ce comment je me vois en tout cas, ou c'est plutôt l'inverse justement. Où du coup j'ai du mal à me vendre parce que du coup je me sens jamais assez bien ou à donner de la valeur à ce que je fais parce que c'est pas, il y a toujours mieux, il y a pire mais il y a toujours mieux, donc voilà ce sentiment de pouvoir toujours faire mieux et du coup de ne pas pouvoir se positionner comme quelqu'un qui a réussi ou qui peut donner des leçons parce que conscient que il y a tout le temps du chemin à faire, quoi. J'avais déjà perçu ça chez toi et c'est pour ça que j'ai dit... Alors, si t'étais venu en disant je suis 3, j'aurais dit ok, ça m'aurait grandement surpris quand même. Voilà, j'aurais été étonnée. C'est pour ça qu'au début, j'ai dit il doit détester la présentation que j'ai faite de lui en disant que c'était un grand artiste parce que souvent quand je te fais du retour sur ton travail, tu dis non mais... ça va, c'est normal. C'est comme si c'était normal, alors qu'en fait, pas du tout, de là où je suis. Mais là, voilà, là, on trouve vraiment l'explication. T'as toujours eu cette peur de pas être à la hauteur ? Genre, ado, t'étais un ado qui avait aussi peur de pas être à la hauteur, ou t'étais... comment dire ? Oui et non. Oui, ouais. Non, en fait, j'ai toujours fait les choses du mieux que je peux. Ouais. Et on m'a souvent, dans le cercle familial, fait remarquer que du coup, oui, mais c'est pas assez bien. Okay. Oui, mais et du coup, je pense que c'est un truc qui est comment dire, je sais pas trop comment c'est venu, un peu inconscient parce que j'ai jamais eu trop l'impression non plus de beaucoup forcer pour être à la hauteur, mais à la fois j'ai l'impression d'avoir été souvent confronté au fait que c'était pas assez bien, quoi. Voilà. Ok, ouais. Mais dans l'adolescence, c'était un peu, même c'est à 9, c'est moins bien que 10, quoi. Genre, 9 sur 10. C'est ça. Et 9 sur 10, c'est génial. Voilà. Ouais. Et ouais. Donc, c'était un peu ça, la situation. Okay. On va dire que... Voilà, que j'avais quand même, par l'exigence que je me suis toujours imposée, des bons résultats, on va dire que ce soit en termes de sport, en termes d'école, en termes de tout, mais toujours ce sentiment que ça peut être mieux, c'est pas assez... Et voilà. Oui, donc oui, tu as toujours eu ça. Un petit peu, ouais. Ah ouais. Alors, comment la peur de ne pas être à la hauteur, toi, comment elle se manifeste ? Comment tu la vois ? Tu disais, j'aime pas trop me vendre. T'hésitais avec le 2 parce que l'autre est important, du coup aussi ? Aider l'autre ? Ouais, me sentir utile, ouais, en tout cas, je trouve que ça a plus de sens que m'occuper de moi, en tout cas. Ouais. Et du coup, sûrement, c'est peut-être une forme de fuite, juste de s'occuper des autres, de trouver de l'intérêt dans ça, je sais pas. Mais
Mais j'ai perdu la question. Eh ben moi aussi. J'ai écouté ta réponse et du coup j'ai perdu aussi la question. Je sais plus ce que je te disais. Je te disais. Ah oui, comment ça se traduit ? Ah oui, comment ça se traduit, c'est ça ? Bah en fait, c'est juste Merci. que c'est juste le. Je sais pas comment dire. Je sais pas. Enfin, par exemple, quand je vois des gens qui justement vont se dire formateurs ou experts dans un domaine. Ouais. Moi, c'est un truc dont je serais vraiment incapable parce qu'en fait, Ouais. pour moi, je peux toujours faire mieux, donc je me dirais qui je suis en fait pour me permettre de donner des leçons ou d'apprendre, alors que j'ai l'impression que je sais toujours 1% de ce qu'il faudrait savoir. Ouais. Donc ça se traduit comme ça, et puis après ça se traduit dans le fait de ne peut-être pas voir la valeur de ce qu'on produit, ou de pas, enfin je sais pas, de ne pas accorder de valeur à ce qu'on fait, quoi. Enfin, souvent lié à ce que je fais, ou la personne que je suis, on va dire, en termes physiques, voix, tout. Mais ouais, ok. Donc, et tu arrives à reconnaître, pour le coup, la valeur de ce que les autres font ? Ah oui, bien sûr. Bah, en tout cas, il y a plein de gens qui font des choses que je trouve strictement, vraiment géniales, quoi. Ok. Pour le coup. Donc c'est vraiment sur toi, en fait. Ouais. L'exigence, elle est vraiment sur toi. Ouais, je pense. Ok. Après, j'ai ce côté quand même très, on va dire, critique, dans le sens bienveillant, où je vais souvent être mené à dire aux gens, ok, ce que tu fais c'est bien, mais ça serait encore mieux si tu faisais comme ci ou comme ça, ou tu peux faire ça. Mais ça n'enlève pas le fait que je trouve ça vraiment très très bien, quoi. Souvent même mieux que ce que moi je pourrais faire, alors que c'est pas forcément toujours le cas, quoi. Ouais, ok. Et est-ce que ça, tu le fais plutôt avec des gens que tu connais bien, c'est-à-dire être un peu plus exigeant ou un peu plus attentif à pousser les gens que t'aimes plus loin, que des gens que tu connais pas, ou les gens que tu connais pas, ça pourrait passer un peu plus facile, quoi? Non, je pense que je le fais avec tout le monde. Ah ouais, en fait, je le fais avec tout le monde, mais de manière différente. C'est-à-dire que je me suis rendu compte que dans le message, dans la façon de dire les choses, avec les gens qui me sont très proches, je vais avoir tendance à être un peu trop cash. Ouais, ok. Et alors que vraiment, quand je connais pas les gens, je vais plus essayer de semer une graine ou un questionnement, ou le faire de manière plus subtile, parce que du coup, je veux pas vexer ou je mets un peu les formes, quoi. Mais non, c'est quand même... Ouais, la base c'est la même, mais tu mets moins de forme avec ceux que tu connais bien. Bah oui, tout à fait. Sympa. Oui et non. Pas pour eux. Et alors, le profil 1 en anglais s'appelle réformeur, c'est-à-dire c'est celui qui aime mettre en place des réformes, il veut optimiser. Oui, bah moi c'est plus dans ce côté-là que je me reconnais vachement, quoi. Okay. C'est plus dans le côté réforme que dans le côté contrôle. Ok. Voilà. Parce que tu contrôles pas. Pas trop. Ok. Enfin, j'ai pas le sentiment, en tout cas, d'avoir besoin que tout soit carré, quoi. Je peux partir à l'aventure. Enfin, ça va être contrôle dans le sens où si effectivement j'ai besoin de faire rentrer 20 choses dans une journée qui va faire 5 heures, bah, ça va être contrôle par optimisation, parce que sinon c'est pas possible, quoi. Mais sinon, au-delà de ça, je suis quand même assez freestyle, on va dire. Du coup, je me reconnaissais pas mal dans le set pour le côté un peu, pas du tout le côté volatile, parce que j'ai tendance à aller beaucoup en profondeur, mais le côté si j'ai pas de contraintes, on me dit là maintenant, demain ou dans 2 heures on prend un billet d'avion pour Venise, on part, je pars, il n'y a pas de... Oui, ok. J'ai pas besoin de préparer, de contrôler. Et si on te dit dans 2 heures il faut que tu me fasses une toile? Ouais, c'est ok aussi. Et tu l'as fait direct? Ah oui. Ok. Je cherchais si c'est sur un... Parce que le voyage, il y a peut-être moins d'enjeux pour toi, ça te peut-être définit moins, par exemple, qu'une de tes toiles.
Ouais, j'entends bien. Mais c'est là que je trouve il y a des comment dire des subtilités que je trouve compliquées. C'est que par exemple, je n'ai pas l'impression de ne pas avoir confiance en moi ou en ce que je fais. Ouais. Par contre, j'ai le sentiment d'y apporter peu de valeur. Ok. Mais ça veut pas dire que je ne suis pas conscient du fait qu'il y ait certaines choses qui soient bien. Oui. C'est juste, c'est jamais assez bien. Voilà, et ouais, ça. ok. Et ouais. Non, je vois la différence entre tu sais que factuellement, tu sais que tu es capable de le faire, que ce que tu fais, c'est bien, mais ça pourrait être encore mieux. Ça pourrait être mieux, ouais, en fait. Tout à fait. Et est-ce que des fois, tu t'arrêtes juste à c'est bien? Non. Non, je pense pas, parce que en fait, c'est là où j'ai lu quelque chose dans le profil 1 dans lequel je me reconnais, et c'est pour le coup quelque chose que j'aime pas, c'est que j'ai reconnu, comment dire, j'ai lu qu'il y avait un biais de tendance à la procrastination quand c'est pas assez bien. Ouais. Ou en tout cas lié au sentiment que ça ne soit pas assez bien et du coup de ne pas faire. Donc je pense que moi c'est soit ça me semble nickel, soit je fuis, je fais pas parce que c'est pas assez bien. Ouais, alors... Ou je repousse. Alors tous les profils ils ont ça, enfin tout le monde fait ça, c'est-à-dire que quand on a peur, on n'y va pas. Et donc en fonction d'eux, si j'ai peur, si je vais dans cet endroit et ça va m'activer ma peur, bon, bah, je le décale, je le fuis au max. Et donc, en effet, le profil 1, il peut le faire, mais comme d'autres profils, ça qui est intéressant, je trouve, dans la procrastination, c'est de voir qu'est-ce que j'ai envie de faire. Et oui, donc, en effet, voilà, qu'est-ce que je n'ai pas envie de faire. C'est pas de la flemme. En général, il y a quand même des fois de la flemme, hein, mais allez, sur 100%, il y a 80%, c'est pas de la flemme. Hein. Et donc, oui, dans le 1, il y a ça. Et il y a aussi le 1, des fois, il va pas dans des endroits parce qu'il veut pas être exposé à sa peur. Ah. C'est-à-dire qu'il va s'interdire de faire quelque chose parce qu'il sait que, je sais pas, si c'est quelque chose de très nouveau, bah, ça va demander un travail. Il y aura de suite de l'ordre parce que c'est un des profils qui se compare le plus, le profil 1. Et donc, du coup, il va se dire « Ah là, je vais devoir faire ça avec des gens qui s'y connaissent plus, hein, qui font ça depuis 10 ans. Mais laisse tomber, j'y vais pas. » Ouais, alors ça, c'est pas un truc que je ressens trop, quoi. Ok. Non. Tu te compares pas ? Bah, en fait, comment dire... donc, comme on disait, moi, je fais de la peinture, je fais du tatouage, je fais une activité qui en fait, qui est vraiment soumise un petit peu à moi et au goût, chacun sa norme, chacun son cadre, chacun son histoire, son interprétation. Ouais. Et du coup, en fait, effectivement, il y a plein de choses dans lesquelles je veux me sentir, ou j'ai besoin de me sentir du coup optimisé, efficace, mais il y a plein d'autres domaines dans lesquels pour moi les choses peuvent être juste différentes, c'est-à-dire que quelqu'un peut faire quelque chose différemment et à ce moment-là on sort complètement du contexte de ça peut être mieux, parce qu'en fait ce n'est pas mieux ou moins bien, c'est juste une autre approche, quoi. Et du coup on sort complètement de ce côté optimisé, enfin même dans la peinture de manière générale, tu vas avoir le côté très abstrait qui va être du coup très sur l'émotionnel, tu vas avoir le côté très technique qui va être du coup plus du réalisme ou vraiment sur de la technique, mais du coup vachement moins pourvu d'émotion. Et dans toute cette entre toutes les strates qu'il existe entre la technique et l'émotion, chacun se positionne un petit peu où il l'entend, et il y a pas c'est difficile de comparer deux coups de peinture jetés sur une toile à un portrait hyper réalisme, et il n'y en a pas un qui a moins de valeur que l'autre, quoi. Donc à ce moment-là, c'est vraiment chacun se positionne comme il l'entend, et il s'agit plus d'être soi-même, de se trouver dans sa forme d'expression sans du coup une notion de qualité, de quantité, de mieux ou pas, quoi.
Oui, alors merci de le décrire, c'est ce que j'avais essayé de faire décrire, je me souviens, à Flo dans l'épisode Florian qui est profil 1, qui est découvert, qui était profil 1 aussi. Et alors lui, je crois, il parlait des trails ou du running, enfin de la course, je sais plus quel mot, mais il disait, je le fais vraiment pour rire, là je cherche pas à optimiser, etc. Et je dis, bah oui, parce que du coup, si tu te places comme ça, tu te compares pas. Et souvent, le 1, il peut se mettre dans des endroits où il ne pourra pas être comparé. Ok. Un peu comme ce que tu dis là, c'est-à-dire, bah oui, là je suis dans le domaine de l'art et du coup, bah, c'est une question de goût. Tout à fait. Donc on compare pas. Donc il y a un côté, d'ailleurs le 1 aime bien ça, il aime bien qu'on lui renvoie que ce qu'il fait c'est différent. Ok. Parce que comme ça, c'est comme si on lui enlevait ce truc de ça peut être mieux ou moins bien, c'est juste si c'est toi, c'est différent, c'est... Ok. Ouais, ok. Ça enlève le côté un peu exigence et ça vient moins chatouiller sa peur, quoi. Ouais, d'accord, j'entends. Et en plus de ça, du coup, ça fait un petit peu écho avec le 4, du coup, où il y avait un peu cette volonté de différent ou d'unicité ou de singularité liée à la créativité. Ouais. Et du coup, moi, c'est un peu dans ça que je me reconnaissais dans le profil 4. Plus dans le fait comment dire, d'assumer ou de vouloir être une personne unique sans forcément correspondre à des codes, à des voilà, des normes de groupe ou quoi que ce soit. Mais du coup, dans le 4, il y avait un côté relatif aux émotions, du coup, que moi... Ça allait être la question d'après. Du coup, toi, tu te sens pas du tout dans l'émotionnel plus ? Non, moi, c'est vraiment... moi, j'ai plus l'impression que, il peut tomber une météorite à côté, c'est ok, les gars, faut qu'on bouge un peu, parce que ça a l'air dangereux, mais c'est pas grave, quoi. Ah ouais, t'es là-dedans oui, vous connaissez, mais alors moi, on m'avait annoncé il y a quelques mois que du coup j'avais un cancer, le médecin a dû me dire au moins 3 fois, mais monsieur, c'est grave, vraiment. Et du coup il était presque lui perturbé du fait que moi je lui disais mais ok, c'est ok, il n'y a pas de souci, on va soigner, on est là pour ça. Très rationnel, quoi. Ouais, complètement. Ah ouais, toi t'es très rationnel. Complètement. Et du coup, et j'ai lu aussi, j'avais lu ou vu dans une vidéo qui dit que le 4, il y avait une espèce de forme de tendance aux phases un peu basses, un peu dans le mal-être, ou un côté vraiment pas connecté à la vie, à ce que peut donner la vie. Et moi, je suis complètement à l'inverse de ça, quoi. Ouais. Et j'ai l'impression d'être de tout avoir, d'être un privilégié, que la vie me donne, de faire confiance en la vie, parce que vraiment, tout est une chance, quoi. Et du coup, une tendance des émotions plutôt linéaires, on va dire, et une tendance plus à la positivité qu'à un truc, une forme de négation ou négativité, ouais. Et dans ta famille, du coup, parce que quand j'entends des phrases un peu fortes comme ça, je questionne est-ce que tu les as pas entendues de ta famille ? C'est quoi tu vois, les émotions dans ta famille, c'est comment ? C'est assez linéaire aussi, ou c'est très haut et bas, ou c'est... Je sais pas trop dire. Ou c'est très positif ? Tu vois, tu disais Non, c'est pas spécialement. Là-dessus. Pas spécialement. Non. C'est vraiment toi qui a cristallisé ça. Ok. Enfin, je pense que j'ai rien... On n'a pas l'impression d'installer quoi que ce soit, que c'est comme ça, mais... Ouais. Non, parce que du coup, moi, pour le coup, ma maman, c'est plus c'est jamais assez bien. Ok. Et le côté un peu... Tout me fait peur, donc il faut pas prendre de risques, il faut pas faire ci, il faut pas faire ça, mais t'es sérieux, tu vas faire ça. D'accord. Mais du coup, pas négatif, mais pas super positif, quoi. Ok. Plus tendance à se limiter que justement à l'expansion, à courir dans tous les sens, à être à l'affût de nouvelles expériences. Non, c'est pas ça. Ok. Et ton papa ? Mon papa, c'est... Au niveau de l'émotion, tu vois, est-ce que c'est très émotionnel ou moins ? Tu vois, c'est parce qu'on parlait de ça. Ah, non, je sais pas dire. Mais je pense que
C'est plus du coup quelqu'un qui s'apparenterait à du coup quelqu'un qui vit vraiment pour le plaisir au moment M, le jour J. Ok. Mais moi, dans mon enfance ou dans le partage de ce qu'on a connu en famille, j'ai pas l'impression de l'avoir beaucoup partagé ou expérimenté à travers la vie de famille, quoi. Ouais, ok, d'accord. Donc oui, c'était pas non plus très linéaire au niveau des émotions. Il y en avait. Et toi, c'est ce qui fait que t'es très enfin, tu dis, je suis très rationnelle, en fait. Je suis très pragmatique, t'es très terre à terre. Ouais, c'est peut-être lié. Ouais, je sais pas si c'est lié, hein, mais... je sais pas non plus. Ça serait à voir. Mais en tout cas, toi, t'es là-dessus, donc il pourrait te tomber une météorite que, les gars, faut se décaler, quoi. Ah ouais, non, je sais pas... Alors, le 1, quand il va pas bien, quand il est en insécurité, il va dans le 4. Et pour le coup, tu vois, c'est pour ça, s'il voit une météorite, il se dit oh mon Dieu. Il y a quand même ce truc-là, c'est-à-dire c'est le côté un peu drama du 4 qui a des hauts très hauts et des bas très bas. Et donc quand le 1 il va pas bien, il va très vite contacter une forme de tristesse en fait et d'insatisfaction permanente. Ok. Parce que le 4, il est dans une forme d'idéalisation de l'émotion, un truc un peu idéal, de rêve idéal, voilà. Donc le 1 qui n'est pas dans l'émotion de dingue, voilà, il va l'amener de façon pragmatique. Et il y a quelque chose qui est assez dingue dans le... Bon, pour bien maîtriser le profil 1, c'est que quand il rentre, je sais pas, par exemple, le profil 1, il rentre chez lui, il voit un truc qui est important pour lui. Je vais prendre n'importe quoi, des chaussures pas rangées. Il la voit une fois pas rangée et là, il vrille. Parce que l'émotion, un peu de base du 1, c'est la colère. Ouais, j'avais lu ça. Et alors, du coup, en ce qui concerne la colère, dans un premier temps, j'étais vraiment dans le... Pas du tout. Dans le je comprends pas. Et là où vraiment le profil 1 a collé à vraiment ma vision de la colère, c'est vraiment quand, je crois que c'est dans un de tes podcasts d'ailleurs, que j'avais entendu que la colère, ça pouvait être lié à plein de petits feux et des alertes au quotidien. Et moi, je vais pas avoir cette surcharge de colère ou cette vraiment en quantité. Par contre, les petits feux, c'est H24. C'est ça. Et du coup, bah, j'ai compris des mécanismes à travers ça, du fait parfois de donner mon avis alors qu'on me le demande pas, mais parce que bah du coup c'est ah non, je suis pas d'accord, là ça me voilà, il faut qu'on en parle, ou des informations, quelqu'un juste qui va dire quelque chose de faux, bah en fait directement ça va être non, il faut corriger ça parce qu'il faut plus que cette personne puisse répéter ça parce que c'est factuel, il faut pas et puis il faudrait pas que en plus c'est vraiment, moi je le vois comme quelque chose de bienveillant dans la mesure où l'intention c'est vraiment cette information est fausse, il ne faut pas que cette personne reproduise l'erreur, ça de risque de passer pour un con auprès d'autres personnes. Et du coup, me permettre du coup, je vais le verbaliser. Et du coup, c'est pas toujours bien perçu, en fait. Parce que des fois, c'est un peu... Bah, il veut montrer qui c'est. Alors, pas du tout, quoi. Je m'en fous. C'est pas... Ok. Et ouais, ça peut être mal vu, ce conseil non sollicité. Parce qu'en fait, toi, tu veux juste l'empêcher de faire une erreur. Et l'autre va te dire, en fait, je t'ai rien demandé, quoi. Ouais, exactement. Tout à fait. Arrête de la ramener. Mais je pense que c'est ce petit feu qui fait que, bah, à un moment donné, tu parles au lieu de juste écouter, te dire en fait, c'est ça. Pas très important comme information. Tu donnes l'exemple, alors j'avais commencé sur l'exemple de la chaussure à l'entrée là, mais c'est exactement la même chose, c'est-à-dire que ce petit feu intérieur, ce truc de c'est pas bien ce qui est dit, c'est faux, il y a une erreur, je vois quelque chose qui est mal, du coup voilà. Quelqu'un qui n'a pas ce petit feu intérieur là, ça glisse, c'est-à-dire qu'il se dit soit vu qu'il y a un petit feu, il faut corriger. Et donc, il y a un côté très... qui peut être très... Il faut vraiment le dire, quoi. Ah oui, tout à Alors qu'en fait, en soi, on pourrait dire on s'en fout. Ah oui, exactement. Mais le 1, il s'en fout pas. Et donc, c'est un peu ce truc-là du 4. C'est-à-dire, on dit que c'est une drama, le 4, il en fait des fois un peu des caisses. Bah, des fois, le 1, il voit ça. Tout le monde voit ça. Mais le 1, il ressent un truc énorme par rapport... Enfin, moi, j'ai des situations, voilà, vous le savez, hein, je suis mariée à un 1, donc je me dis, c'est son 1 qui parle, mais vraiment, je le vois, ça me fait rire. Mais parce qu'il y a une projection dans le temps,
Et c'est ce que tu dis qui est vraiment différente. C'est-à-dire que toi, quand tu vois la personne dire une erreur, tu te dis, mais si elle va le redire toute sa vie, elle va refaire une erreur, cette personne. Donc il faut que je la corrige maintenant. Alors que d'autres personnes vont se dire, ouais, ok, elle a dit une connerie, quoi. Oui, bien sûr. On se projette pas dans le futur autant que vous, en fait. Ah non, mais j'entends. Et donc le 1, il va se dire en moyen terme, à moyen même long terme, il va voir cette personne en face se dire à X soirée, X fois la même chose. Et du coup, il faut corriger. Tout à fait. Et ouais. Et oui, exactement. Même si on n'a rien demandé. Bah, c'est là qu'il faut apprendre parfois en fonction des situations. Ouais. En tout cas, moi, dans ce que j'aimerais améliorer de moi, ça fait partie de savoir se taire quand vraiment, on va dire, ça occasionne pas de très gros préjudices. Si c'est juste une petite info comme ça, on s'en fout. Ou alors, la façon dont je dis les choses, en fonction de à qui je les dis, quoi. Parce qu'il y a des choses... il y a des choses que des fois il y a des risques ou des choses dont tu peux parler aux gens sans avoir mesuré avant que ces gens ne voulaient pas entendre ça ou n'étaient pas prêts à l'entendre, et du coup respecter le fait que ok, c'est pas grave, je respecte ça, je vais pas gâcher ce moment ou les mettre face à un mur qu'ils ne veulent pas voir, quoi. Et l'erreur, du coup, c'est quoi ton rapport avec l'erreur? Parce que j'ai dit, il faut corriger. Tu sais, c'est un mot qui est pas neutre. Alors, quand je dis corriger, c'est vraiment sur le côté vraiment factuel. Ouais, c'est ça, donner la bonne info. Ouais, exactement. Mais ça va être vraiment, je sais pas, cette table est rouge, non, elle est pas rouge, tu vois. Après, du coup, le rapport à l'erreur, moi, il est vraiment assez lié, du coup, au côté différence. C'est-à-dire que une erreur pour quelqu'un peut être juste un choix, enfin un choix pour quelqu'un peut être une erreur pour quelqu'un d'autre, alors qu'en fait il faut accepter le fait que du coup le fait de voir les choses différemment n'est pas forcément une erreur, tu vois ce que je veux dire. Donc c'est à quel degré on place l'erreur à ce moment-là, enfin. Oui, toi c'est très factuel. Moi c'est très factuel, c'est-à-dire que si demain on te dit c'est pas intéressant en 2025 d'acheter sa résidence principale par rapport à la conjoncture, au taux, ce que tu veux, quelqu'un va pouvoir considérer du coup comme une erreur quelqu'un qui va le faire, alors que moi je vais considérer le fait que si cette personne, sa priorité c'est d'être propriétaire de chez lui, d'avoir du confort, de payer du confort et tout, bah c'est ok, c'est pas une erreur parce que c'est un choix, quoi. C'est ce que je veux dire. Donc mon rapport à l'erreur, c'est un peu ça, c'est très factuel, enfin on va dire, je laisse beaucoup de place à l'interprétation, à qui et qui, pourquoi il fait ses choix, et du coup à respecter le fait que c'est pas parce que ses choix ne sont pas les miens ou que ses priorités sont différentes que c'est une erreur. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, je vois. Et toi, tu te trompes, enfin quand toi tu fais des erreurs, tu le vis comment? Moi je trouve ça génial. Ah ouais, ok. Ah ouais, en fait, en fait, moi j'ai vraiment le sentiment que ce côté perfectionniste, en fait, te donne vraiment... En fait, pour moi, il n'y a personne qui peut être plus conscient qu'il est imparfait que quelqu'un qui est perfectionniste, tu vois ce que je veux dire? Donc oui, d'accord. Pour moi, le fait de... Elle est géniale, cette phrase. Non, mais... en fait, pour moi, cette volonté de s'améliorer de tous les jours et du coup faire mieux, c'est la preuve première que du coup, c'est pas parfait, puisqu'il y a toujours possibilité de faire mieux. Et oui, oui. Et du coup, en fait, l'erreur, c'est ok, c'est juste une manière d'apprendre et de grandir, en fait, en ne la faisant plus, quoi. Donc, Et reproduire une même erreur. C'est pas très optimisé, ça. Si tu sais que t'as fait une connerie et que tu la refais. Je vais m'en vouloir, je pense. Je vais me sentir bête Tu as déjà fait une fois, tu le refais, c'est un peu lourdeau, quoi. Il serait temps de faire quelque chose pour remédier à ça, quoi. Ouais, c'est pas optimisé, du coup, c'est pas une meilleure... Voilà, ça n'a pas été un apprentissage. Ouais, exactement, c'est ça. Mais tu vois, quand je t'entends parler, je me dis... Non, mais... Alors, je suis une personne vraiment pas optimisée. Voilà.
J'adore les gens optimisés. C'est pour ça que j'en ai marié. Hein, voilà. Mais j'ai l'impression que c'est hyper fatigant. Ah non, pourquoi fatigant? Et je sais pas, c'est ce qui me vient de voir. Je fais une erreur, je m'améliore. C'est comme si c'était toujours une évolution vers le mieux, mais je me dis à quel moment on se repose? Genre à quel moment on se dit allez c'est ok. Genre je souffle quoi. Tu vois? Je comprends. En fait je comprends et à la fois je comprends parce que c'est toi qui me le dis. Ok. Parce que du coup je pense que si j'en parle par exemple à Thomas qui est plus dans ce processus-là, bah, il va me dire non, c'est pas fatigant, c'est hyper stimulant, c'est hyper. C'est grisant de se dire bah, demain je peux être mieux qu'aujourd'hui. Okay. Et du coup, et je pense qu'il y a une forme de satisfaction, de défi, d'auto-défi, on va dire, qui fait que du coup, c'est une énergie qui est positive et qui est pas pesante, quoi. Ok. Pour toi, tu le ressens vraiment positivement. Dans le mécanisme cérébral, quoi, je dirais. Même si j'aurais tendance à dire que le fait, du coup, de vouloir analyser, optimiser, comprendre, savoir, c'est des trucs qui font de manière générale que ton cerveau ne s'arrête jamais, en fait. Et du coup, il n'y a pas trop de... Enfin, je pense que c'est pas perçu à un moment donné comme un effort, en fait. Oui, c'est comme moi quand on me dit comment tu fais pour faire des scénarios catastrophes tout le temps. Mais en fait, c'est dans la microseconde, ça me coûte rien. Ça vient comme ça, j'y peux rien. Exactement. Moi, ce qui me coûterait, c'est plus d'être dans l'ennui, d'être dans un truc qui me nourrit pas. Et du coup, je me dis, bon, ok, qu'est-ce que je fais là? Et là où je vais apprendre, du coup, à lâcher prise, à apprécier vraiment les choses simples, le moment, à me recentrer sur, ok, c'est un moment où je fais rien où j'apprends, où il n'y a rien qui me nourrit, mais il faut être en mesure d'apprécier ce moment-là, même si du coup il manque pas de défis, mais d'apprentissage, de grandir, de s'améliorer. Ouais, le mot être juste là, en présence, je sais pas, dans le moment présent, sans rien faire, c'est pas une évidence pour toi. Non. Ah ouais. Non, c'est pas une évidence parce que je pense qu'à un moment donné, et c'est là du coup que je rejoignais le 7, quand t'es un peu positif, un petit peu tout le temps dans des projets, dans une espèce d'énergie, du coup, de création, de découverte et tout, je pense qu'en fait, tu te mets vite dans des mécanismes où il n'y a pas de moment où t'as rien à faire. Okay. Et du coup, le moment où tu fais rien, c'est un moment où tu pourrais faire autre chose. J'adore cette phrase. Le moment où tu fais rien, c'est un moment où tu pourrais faire autre chose. Oui. Certes. On peut toujours faire autre chose. Oui, mais du coup, moi, c'est un peu cet excès dans ce mécanisme-là qui a fait que du coup, je me levais à 5h et je finissais mes journées à 20h et que j'avais même pas mangé le midi, quoi. Donc bon, on remet l'église au milieu du village, comme on dit, et puis on essaie de reconsidérer un peu les moments, les besoins. Et c'est rigolo parce que oui, le 7, dans ce profil-là, c'est un profil qui fait plein de choses, qui a une énergie très débordante, nourri par le plaisir, donc on voit bien aussi qu'il y a ça, même si toi tu dis que c'est quand même nourri autour de on peut mieux optimiser, s'améliorer, apprendre, il y a vraiment ce truc-là. Ouais, et puis il y a le côté à côté de ça où là où la nuance elle est mince, c'est que moi mon plaisir c'est mon métier. Ouais. Donc du coup à un moment donné alors je cours pas derrière les plaisirs, mais je fais ce que j'aime toute la journée, donc tu vois ce que je veux dire. Je vois bien du coup que ça peut vite déborder du coup quand on aime son métier, ça nourrit à un endroit et du coup il faut remettre de l'équilibre comme tu dis, en tout cas ça peut. Et alors quand le 1 il va bien, il va chez le 7, c'est-à-dire quand le 1 il est en sécurité, qu'il a pas peur justement. En tout cas, la situation ne vient pas l'activer sur la peur de ne pas être à la hauteur. Il va se libérer. En fait, le mot du 7, c'est la liberté. Il y a vraiment ce truc-là. Donc, il va être dans une forme de liberté, mais liberté aussi dans sa spontanéité de ses émotions,
aussi, un peu comme les enfants à 2 ans où ils disent tout ce qui, même 2-3 ans qui disent tout ce qui passe par la tête, et ben ils redécouvrent ce côté un peu enfant, émotion, vraiment plaisir pour plaisir, et du coup être aussi dans le moment présent, parce que c'est bien, là le 7 s'amuse bien quoi. Donc ça c'est vraiment le 1, il sait le faire quand il est bien, quand il est en sécurité, quand il vient pas être chercher là-dessus, chercher sur sa peur. Et il vient aussi, je pensais à une chose, je me suis dit il faut aussi que je le dise, mais elle est partie, aujourd'hui je perds mes mots, c'est drôle. Sur le 7, le profil 1, attends, il y avait quelque chose qui était important. Ça me reviendra, c'est pas grave. Mais du coup, il y a vraiment ce truc-là de l'émotion aussi qui vient, en fait, dans ces moments-là. Est-ce que toi, ça te parle ou pas ? Non, pas trop. Je pense que j'ai des efforts à faire dans ce sens-là, ouais. Dans le sens que, du coup, le rapport aux émotions, en tout cas, moi, j'ai vraiment pas un rapport négatif aux émotions. C'est-à-dire que ouais, genre, je trouve vraiment que pleurer un bon coup, ça fait du bien et je suis ok, je suis bien avec ça. C'est plus que j'ai l'impression de pas en avoir, mais d'être coupé en fait, que vraiment rien ne m'atteint quoi. Mais après, je sais pas pourquoi, j'ai pas non plus comme je disais, d'objection à ça, mais je sais pas, c'est autant dans le négatif que dans le positif quoi. Je sais pas, je peux me dire allez, pendant 3 ans j'économise pour m'acheter un truc que je voudrais trop, ou qu'on fasse un voyage ou quoi, bah je peux le jour où je l'ai dire bon ok cool, c'est quoi cool. On va où maintenant quoi, okay. Voilà, c'est ça, et du coup ne pas ressentir un bonheur et à côté de ça j'ai des moments il y a des moments très très simples où je me dis ce moment il est vraiment incroyable quoi, vraiment, alors que c'est pas un truc qui paraît vraiment banal quoi. Je sais pas, comme un repas au restaurant avec des amis où tu partages des plats ou quoi, bah des fois moi je vais dire putain, on est vraiment bien là, ce moment il est génial, alors qu'il n'y a rien de... Ouais, c'est un resto entre amis, mais là exactement. Ça te fait vraiment capter le moment. Ouais, exactement. Enfin en tout cas sur la part émotionnelle quoi. Ouais, c'est ça. Et du coup j'ai retrouvé, mais en fait c'est toi qui me l'as fait retrouver, le profil 1 quand il va bien et qu'il va dans le profil 7, il est plutôt sur je fais ce que j'ai envie plutôt que je fais les choses que je dois faire. Parce que alors, il a un rapport au devoir, le profil 1, il fait les choses parce qu'il doit les faire. Et d'ailleurs, il aime bien se mettre des missions, des tâches un peu comme ça, des responsabilités, des trucs qu'il porte pour la famille, pour ses copains, pour machin. Il porte beaucoup le 1. Et il aime bien porter des responsabilités, donc c'est super. Mais du coup, des fois, il fait les choses parce qu'il doit les faire. Moins parce que c'est vraiment au fond de lui ce qu'il a envie, quoi. Ouais. Oui, non, moi je me sens à la fois je me reconnais complètement dans ça, et à la fois je me sens léger dans la mesure où effectivement un engagement c'est un engagement. J'aurais tendance, on va dire, à soit m'engager et respecter cet engagement, soit ne pas m'engager. Donc à vraiment à être à cheval du coup sur le fait de respecter les engagements, les obligations, mais à côté de ça je peux te garantir que quelque chose que j'ai pas envie de faire, personne ne me le fera faire quoi. Ouais, ok. Vraiment. Donc j'ai très rarement le sentiment dans ma vie de faire des choses parce que je suis obligé de les faire. Même si c'est des gens que t'aimes qui te demandent. Oui. Ok. Mais je pense que ce truc-là c'est un peu biaisé, parce qu'en fait tout ce que je suis obligé de faire aux 3/4 du temps dans ma vie, souvent du coup attrait à mes plaisirs, mes passions, ce que j'aime. Donc t'as réussi à mixer ça. Donc en fait, même si c'est une obligation, c'est pas forcément une lourdeur ou quelque chose dont j'ai pas envie, tu vois ce que je veux dire. Ouais, ok. Quand t'as des rendez-vous tous les jours avec des gens toute la journée, bah t'es obligé d'être là, t'es obligé de répondre à une demande, à un engagement, mais je fais pas quelque chose que j'aime pas, tu vois ce que je veux dire. Ouais. Mais genre, est-ce que tu as d'autres choses sur, je sais pas, des responsabilités, je sais pas, par rapport à ta famille, à tes amis, des projets que tu montes, des trucs
Où tu te dis, je sais pas, genre, je dois le faire, et en fait, tu te dis, pourquoi, dans quoi je me suis mis, quoi. Ah, bah... Ça, c'était un oui, mais non. Genre... Non, mais oui, parce que là, moi, la dernière fois que je me suis dit dans quoi je me suis mis, c'est quand on a acheté une maison que je me suis dit, ah oui. je vais rénover la maison de A à Z tout seul, ou presque, parce qu'en tout cas, il y a beaucoup d'amis, des artisans qui m'ont aidé. Mais c'est au bout d'1 an et demi, un cancer et quelques complications, que ça devient un petit peu une lourdeur, et où j'y vais parce qu'il faut finir. Mais sinon, j'ai tendance plutôt à du coup évaluer ce à quoi je m'engage, le pourquoi du comment, l'énergie que je suis prêt à y mettre. Ah ouais, et j'adore. Du coup, optimiser. Tellement rationnel. Ah ouais. Et optimiser et ne pas m'engager dans quelque chose qui pourrait être lourd ou dur à porter, quoi. Bon, moi, c'est ce que j'aime dans les profils 1. Pour le coup, c'est qu'ils sont solides. Ils disent oui, c'est un vrai oui. C'est quelque chose qui... Voilà, ils respectent leurs engagements. Il y a aussi un rapport à ce qui est bien de faire et ce qui n'est pas bien. Tout à fait. Est-ce que toi, tu as un peu des règles comme ça de vie, je sais pas, ce qui est bien, ce qui est pas bien, le rapport, je sais pas... Le 1, il a un peu un rapport à la morale, je dirais, mais alors, c'est pas sa morale, parce que... Mais... Chacun a un peu sa morale à lui par rapport à sa vie, son histoire. Je sais pas, il y a des uns qui détestent le mensonge, par exemple. Il y en a qui détestent les gens qui tiennent pas leurs engagements. Il y en a qui, je sais pas, il y en a qui, par exemple, détestent être en retard, et j'en connais qui sont tout le temps en retard. Donc est-ce que tu en as un peu des règles comme ça de morale un peu? Ah bah, il y en a plein, ouais. Mais du coup, c'est souvent... Quand on parle du retard, par exemple, c'est souvent lié du coup, à un engagement qui n'est pas tenu. Ou quand tu parles de promesses ou de choses comme ça, c'est plus, du coup, tu t'engages à quelque chose. Derrière, tu mets les moyens pour, du coup, respecter ton engagement. Après, moi, je vais plus être sur des choses comme ça, sur... comment dire... je vais accepter, par exemple, que tu puisses avoir un mode de vie justement très lâcher prise, très cool et tout. Par contre, il faut que tu aies des prétentions qui sont du coup adéquates avec ce mode de vie. Tu vois ce que je veux dire ? Il faut que... C'est obligatoire. Non, mais c'est pas obligatoire, mais en fait, quelque part, si c'est pas le cas, il y a une incohérence, et du coup, là... ça va un peu me gêner, parce qu'en fait, c'est pas factuel, c'est un peu trop dans le rêve, ou dans le... tu vois, un peu trop... J'entends quelque chose très dans de la justice, quoi. Ça très... d'ailleurs, justement, c'est souvent des sujets qu'on aborde. Je pense à hier, une personne qui me demandait c'est quoi la différence entre l'injustice chez un 8 et chez un 1. Alors, c'est quoi ton rapport avec l'injustice, toi? Grand sujet, mais vous avez 2 heures. L'injustice. Ou la justice, je sais pas, ça dépend, dans un sens ou dans un autre, mais tu vois, le fait de prendre des décisions qui peuvent paraître injustes des fois, est-ce que toi, c'est quelque chose qui va t'énerver ou pas? Non, je pense pas. En fait, en tout cas, ce qui me paraît injuste, je vais essayer de comprendre pourquoi ça me paraît injuste. Qui a fait ce choix et pourquoi il a fait ce choix. Et en fait, j'ai l'impression que quand tu te mets à la place de l'autre et que tu comprends qui il est, pourquoi et comment, en fait, il y a des fois des situations qui peuvent te paraître injustes et qui, finalement, tu peux arriver à comprendre. Ouais. Après, il y a des trucs... en termes de justesse on revient au petit feu, mais si je trouve dans un parking quelqu'un de mal garé, c'est un truc qui me... en fait, Ah ouais? Parce qu'en fait, le premier truc que je me dis, c'est en fait, cette personne, elle se gare, elle pense qu'à elle, alors qu'en fait, il y a plein d'autres usagers, on vit tous ensemble, et en fait, se garer bien, c'est juste respecter le fait de vivre avec d'autres personnes, et du coup, de leur permettre eux aussi de se garer, quoi. Donc, donc c'est un truc ça m'agace. Je sens que ça t'agace. En même temps, possiblement, c'était une petite dame qui a conduit et qu'elle a fait comme elle a pu pour se garer. Et... Tu vois, si on essaie de comprendre pourquoi elle a fait ça. Oui, tout à fait. Après, possiblement, il y a un permis de conduire avec des exigences. Si tu sais pas faire un cri en bataille, on te le retire, quoi. Oui, donc le cadre, quand même, il est là, quoi. Le cadre, la règle, c'est un peu présent, ouais. Tout à fait.
Et est-ce que du coup, je sais que t'as un petit garçon. Exactement. Est-ce que tu trouves que ton profil, il impacte ta façon d'être papa ? Ou pas du tout ? Enfin, je veux dire, est-ce que toi, tu sais que t'as ça, du coup, tu fais à l'inverse hyper gaffe de pas dire des choses à ton fils, par exemple, ou tu te vois des fois te dire je sais pas. Bah, effectivement, alors. Bon, après, c'est la parentalité, c'est compliqué. Ah ouais, non, mais c'est hyper compliqué, c'est pour ça que c'est un équilibre dans tout, mais effectivement, moi, je ressens vraiment le besoin de. En fait, j'ai vraiment conscience que tout ce qu'on lui montre, de notre vie, de sa façon de vivre, de tout, en fait, tu construis un peu ce qui demain pour lui va être normal, en fait. Ouais. Si tu l'amènes dans des galeries, voir des musées, si tu lui expliques les choses, en fait, à un moment donné, c'est la normalité pour lui. Et du coup, j'accorde beaucoup d'importance au fait, du coup, d'installer un cadre dans cette normalité. Sur le fait de se lever le matin, de manger à midi, et de se reposer le soir, enfin, et à côté de ça, bah, je porte beaucoup d'attention au fait, du coup, de ne pas trop cadrer, parce que je suis très respectueux du fait que c'est une personne à part entière, qu'il faut qu'il puisse grandir, évoluer comme il a envie, sans du coup lui imposer des règles qui sont les nôtres, en fait. Enfin, je sais pas. On va respecter, voilà, je sais pas, c'est quand il a envie de faire quelque chose, de jouer à quelque chose, je vais faire attention à ce que ça soit pas moi qui lui impose ou qui essaye de l'orienter vers des choses comme ça. Après, tout ce qui est justice, justesse, etc., c'est plus par rapport à, du coup, au fait de vivre avec les autres, de comprendre les autres et du coup d'être bien en société, quoi. Ces règles-là, après, par rapport à l'exigence personnelle, pas du tout. On est plus sur, du coup, de l'ouverture. Enfin, je sais que moi, il y a un exemple qui me semble assez révélateur, on va dire. C'est, par exemple, nous, donc, qui jouent beaucoup au Lego. Donc, voilà, le Lego, moi, c'est un truc que j'aime beaucoup. Créativité, motricité fine, bref. J'adore. Tac, tac, tac. Et du coup, dans le jeu au Lego, je connais beaucoup de gens qui ont tendance, en fait, à suivre un plan, construire le Lego et le mettre dans une vitrine. Alors que du coup, moi, j'ai tendance à lui expliquer que pour moi... effectivement, c'est porteur de suivre un plan, de construire le Lego, parce que du coup, bah, il y a un apprentissage logique, il y a un process, il y a un truc du coup hyper cadré, mais qu'après, c'est presque tout aussi important ou pas grave de le casser et d'en faire autre chose qui se sera lui approprié, parce qu'on s'en fout qu'il soit dans une vitrine ou dans... enfin voilà. Et du coup, on a tendance plus du coup à l'encourager à faire des choses par lui-même et du coup pas être derrière cette recherche de c'est parfait, c'est plus sois bien, sois toi, trouve tes règles, on essaie d'y mettre du sens quand du coup ça sort un peu du cadre ou du fait de vivre en société ou voilà, mais voilà un peu le rapport à... Non, en tout cas moi par rapport à ce que j'ai pu parler, en tout cas avec les gens, quand on parle des profils, souvent quand tu dis le 1 et tu dis perfectionnisme, les gens, c'est quelque chose dans leur inconscient qui est positif, en fait, d'être perfectionniste, c'est une qualité, donc ils ont souvent envie de coller à des profils, comme on disait, altruistes, perfectionnistes, ou peut-être un peu plus que, comme tu disais, un peu drama, machin et tout. Et je pense que du coup, moi, je vois vraiment la chose pas forcément comme un truc léger. En fait, j'ai pas forcément envie que mon fils soit toujours dans la course de je peux faire mieux, quoi. Donc, non, on a tendance à beaucoup le féliciter, à du coup essayer de valoriser au max sa confiance en soi. Et du coup... d'être juste dans le fait que
il y a un côté très factuel qui fait que quand tu vas faire quelque chose, il va y avoir une espèce de moyenne. Si c'est bien, il faut le féliciter. Si c'est moins bien, du coup, on va essayer de tourner les choses vers du conseil ou de la suggestion qui fait que ça pourrait être amélioré, mais sans du coup communiquer sur le fait que c'est pas assez bien. Ouais, ok. Et est-ce que le fait d'être père, du coup, c'est venu activer? Est-ce que tu as eu peur de... Tu vois, alors, est-ce que tu as eu peur de ne pas être à la hauteur en tant que père? Je pense que possiblement tout le monde pourrait dire oui à cette question. En tant que mère, j'aurais pu dire oui aussi, je ne suis pas profil 1. Mais je veux dire, est-ce que ta peur fondamentale, elle est venue justement dans ce nouveau rôle? Ou alors, pas tant que ça, au contraire, c'est venu apaiser un endroit, un truc, ou les deux, je sais pas. Non, je pense pas que... En fait, on en revient à ce truc d'être conscient du coup de l'imperfection de tout un peu. Okay. Et du coup je vois pas en fait je vois pas j'ai pas d'image ou de modèle de père parfait en fait, donc okay. Donc on en revient au sentiment de comparaison, du coup je me compare à rien, et puis du coup j'ai pas ce sentiment de ne pas faire assez bien. Okay. Et j'ai juste la volonté de faire de mon mieux, quoi. Après ça passe du coup par la remise en question, ça passe par du coup quand tu échanges avec des amis, d'autres papas qui font différemment, du coup essayer de comprendre, de prendre le bon dans tout, et du coup de s'améliorer dans sa parentalité. Mais du coup je pense que pour moi, il n'y a pas de père parfait, tu vois ce que je veux dire, parce que le père parfait d'un enfant peut être du coup pas du tout adapté à un autre. Oui, à un autre, exactement. Donc, j'ai pas de... Oui, c'est pas venu renforcer ce truc de j'ai peur de pas bien faire, quoi. Non. C'est plus, je fais de mon mieux, si ça va pas... Ouais, c'est plus serein, quoi. Encore ce rapport à l'erreur, que c'est ok, je m'autorise de faire des erreurs, de m'améliorer. De toute façon, c'est pas inné, c'est pas acquis, et du coup, voilà, on va avancer dans le bon sens, et puis voilà, quoi. Mais non, c'est pas un truc qui en tout cas a renforcé cette peur, ouais. Ok, très bien. Non, pas du tout. Est-ce que tu as des questions, des choses qui sont pas claires, des choses quand, je sais pas, tu avais lu ou écouté, ou peu importe le média, tu t'es dit, ça, faut qu'on en parle, ou c'est clair, ou pour toi c'est assez sûr que tu as un profil... Bon, c'était déjà un peu sûr que c'était profil 1 vu que tu arrives dans le champ en profil 1. Donc... je pensais après, effectivement, j'étais prêt à ce que tu me dises non, en fait, à ce que tu m'orientes, ce que tu m'expliques, qu'il y ait des incohérences, puisque de toute façon... on est là pour ça, ou en tout cas si les gens se font suivre, c'est parce que on n'a pas les compétences pour le faire seul. Mais non, en fait j'ai trouvé du coup assez rigolo de me retrouver dans des profils qui sont tous reliés par des flèches. Et je me suis dit, c'est rigolo, parce qu'en fait, je trouve qu'il y a un peu de ça, un peu de ça, un peu de ça. Et puis quand tu vois les schémas, en fait, moi, ça m'a un petit peu satisfait, dans le sens où je me dis, en fait, dans ce que moi je ressens comme un truc un peu complexe, il y a en fait une forme de cohérence. Et du coup, voilà, on va dire, j'ai plus trouvé des réponses à mes questions, ou en tout cas mis des mots sur plus ou moins mon profil ou mes mécanismes, mais renforcé après par du coup le sous-type. Et ton sous-type, du coup, pour toi, il est assez clair? Il est évident. Il est évident? Ah oui, c'est évident. Tu es? Moi, je suis tête à tête. Ah ouais, c'est sûr. C'est sûr, certain. Ouais. Et du coup, je pense que c'est sûr et certain, je suis d'accord. Dans mon excessivité, du coup, il y a ce truc d'aller vraiment tout le temps au bout des choses, de recherche de sens, de recherche de profondeur. Moi, souvent, quand je dis aux gens « ça va », c'est genre « est-ce que ça va vraiment ?» Donc, est-ce que ça va ? C'est pas un « ça va » poli par formule, en fait,
comment dire, c'est genre... Oui, par obligation, c'est un vrai, je veux savoir comment tu vas, quoi. Est-ce que tu vas bien? Oui, ok, il n'y a pas de problème, alors... oui. Et du coup, j'utilise souvent le mot « vraiment ». Ou quand je dis merci, vraiment, c'est pas, je dis pas merci parce que c'est une forme de politesse et qu'on m'a appris gamin de dire merci, c'est merci, je suis vraiment reconnaissant de ce que vous avez fait pour moi ou ce que vous faites pour moi. Et du coup, je ressens ce besoin de profondeur dans tout, de survoler. Ça, du coup, c'est aussi ce qui explique le fait que le 7 ne me correspondait pas. Ouais, et que le 4 pouvait un peu t'appeler, parce que souvent les personnes qui se retrouvent dans le 4 sont des tête-à-tête, et parce qu'ils ont un aspect dans l'émotion qui est là, dans la relation de connexion en profondeur, en one-to-one. Quand tu dis, mais moi, mon plaisir, c'est mon travail, où j'ai de la créativité, avec souvent des gens qui viennent en rendez-vous toute la journée, oui, tu as des one-to-one toute la journée, tout le temps, où tu peux parler en profondeur avec les gens aussi, et donc forcément que ça vient nourrir ce besoin-là, en fait. Ouais, tout à fait, exactement. Et puis ce qui du coup est intéressant, c'est que en fait, donc je suis tête à tête, je communique dans mon quotidien du coup en tête à tête avec des gens, mais du coup j'ai jamais ou peu été confronté au fait du coup que je le fais aussi en public, et du coup, là, du fait d'avoir arrêté le travail, d'être dans des hôpitaux, le fait de l'hôpital n'a rien à voir, le fait de vivre en collectivité, et en fait, et d'avoir pris conscience du coup que j'étais tête à tête, du coup, m'a fait un petit peu ouvrir les yeux sur le fait que justement dans cette relation tête à tête, des fois, en fait, je vais exclure des gens qui du coup voudraient participer à la conversation, tu vois ce que je veux dire, avec nous, mais du fait que je vais être vraiment à fond dans la conversation avec quelqu'un, et puis très souvent si je squeeze et je passe avec une autre conversation à fond, du coup complètement laisser tomber la personne juste avant, parce que je sais pas en fait parler aux deux de manière générale, donc non, ça c'est sûr que mais du coup ça a un peu nourri on va dire que la flèche du 1 qui va vers le 4 et le côté tête à tête, ça a un petit peu expliqué le côté créatif en fait, le côté créativité, le côté un peu sentimental, on va dire, aux profondeurs, parce que même si j'ai pas de rapport à mes sentiments, je me sens quand même profondément sensible à plein de choses en fait, aux gens, à ce qu'ils sont, au côté intuitif, c'est intéressant que tu le dises, parce que j'allais te le dire en retour. Je dis, mais je pense que tu te rends pas compte que tu es très sensible en fait. Si, je m'en rends bien compte, mais c'est juste que ça n'a pas de... Tu le verbalises pas peut-être, je sais pas, mais... Mon corps ne le manifeste pas par le côté émotionnel. Mais par contre, oui, je me sens... tu es très sensible. Même dans l'analyse, dans la compréhension des autres, dans le quotidien et tout, je me sens très sensible, mais pas forcément démonstratif dans le côté émotionnel, quoi. Ouais, c'est ça, c'est que tu le ressens en endroit, mais tu le manifestes pas, en fait. Ah ouais, exactement. Et du coup, c'est rigolo, parce que du coup, en fait, il y a plein de trucs comme... en fait, il y a ta perception de toi, ce que tu es, il y a la perception des autres, tu vois. Et du coup, dans le côté... Ce que je disais tout à l'heure, c'est dans le côté... Je m'améliore j'essaie de toujours m'améliorer, je donne des conseils, j'essaie du coup de faire à ma modeste échelle grandir les gens avec le peu que je connais. Ça peut donner du coup l'impression de quelqu'un qui est un peu moralisateur ou qui sait toujours mieux, alors que moi j'ai vraiment le sentiment d'être comme je te disais, le plus conscient, que du coup je ne sais pas, ou je sais un quart, et du coup le côté peu démonstratif peut donner l'impression du coup de quelqu'un de pas du tout sensible, alors que finalement c'est pas forcément le cas non plus, quoi. Donc, bref. Non, mais pas bref. Non, pas bref. Non, mais c'est ce que je veux dire, c'est que dans ce côté un peu
ambivalent qu'on a tous dans notre façon d'être, on va dire, bah il y a des trucs qui peuvent être très opposés entre la façon dont on te perçoit et la façon dont tu te perçois ou ce que tu es en fait. Oui, et je pourrais même le dire à l'inverse. C'est-à-dire que toi, tu te perçois, en tout cas, tu penses qu'on te perçoit. Oh là, ça c'est un truc on a mentalisé de ouf, mais et puis moi j'adore élaborer, donc je suis partie là-dessus. Mais bon, donc je vais prendre le fil. Tu penses qu'on te perçoit comme quelqu'un justement de moralisateur, etc. parce que tu donnes des conseils, alors que toi, au contraire, t'arrives avec cette humilité de dire que je connais que 1%, alors que bon, évidemment que dans certaines situations, c'est beaucoup plus que 1%, mais pour ça, j'utilise le mot humilité. Mais c'est rigolo parce que moi, je t'ai jamais vu comme ça. Comment ? Comme quelqu'un de moralisateur, oui, bien sûr, ou même, tu vois, de pas sensible. C'est-à-dire que je pense que si avant ce podcast, tu m'avais dit comment tu me vois, Camille, mon rapport aux émotions, etc., j'aurais dit, pour moi, t'es quelqu'un de très sensible et qui met tout ce qu'il ressent, notamment dans son art. Oui, tout à fait. Parce que pour avoir vu pas mal de tes œuvres, pour le coup, il y a beaucoup d'émotions, je trouve. Tu les transmets beaucoup dans l'art. Enfin, moi, en tout cas, c'est une de mes sensibilités, donc j'en suis, j'accuse de réception du message que je perçois moi, mais du coup, j'aurais jamais dit de toi que tu n'étais pas sensible. Jamais. Ouais, pourtant, c'est quelque chose qui ressort quand même souvent. C'est intéressant, hein. En tout cas, dans mon quotidien, c'est des choses qu'on me dit souvent. Ouais. Alors peut-être, je sais pas, et on verra, et c'est pas l'objet, mais ce qui peut être souvent le cas, des gens qui se disent à un endroit très sensible, vraiment, et je sens que je capte parce que la sensibilité, il y a quand même quelque chose autour de je capte des choses limite, pas de l'invisible, mais il y a quelque chose, tu vois, qui se capte, qui peut se capter même derrière. Tu vois, tu prends de la photo, pareil, on voit des émotions dans tes photos. Tu vois, j'arrive à capter ce truc-là, de l'invisible, du mouvement. C'est en ça que moi, je me reconnaissais dans le côté intuitif. Et ouais, c'est ça. Parce que c'est des choses que tu fais naturellement, il n'y a pas forcément c'est ça. Ouais. Donc tu vas pas te dire tiens ça là, tu dis ça c'est beau paf je me souviens t'avoir vu prendre en photo la fresque à côté, dire ah non mais là et tu me décris un truc il y avait la lumière du matin, ça faisait un carré sur un carré, tu vois, et tu me décris la photo que t'as pris, je me dis waouh, il a vu tout ça dans une photo, et il y a même de la poésie, tu vois, quand tu le décris, une vraie sensibilité. Et puis dans l'idée, du coup il y a vraiment un rapport intuitif dans la mesure où par exemple une photo ou un dessin, moi, je trouve que apprendre des règles, c'est en fait, du coup, t'enlever un petit peu de cette spontanéité, tu vois ce que je veux dire ? Parce que, et du coup, je vois presque la règle ou la construction ou la rationalité dans la construction, du coup, d'un truc créatif comme quelque chose de pas constructif ou de restrictif par rapport du coup, à ce côté intuitif, quoi. Et du coup, c'est rigolo parce que, effectivement... il y a plein de choses par rapport au côté sensible dans la photo ou dans le dessin que je fais, mais sans forcément devoir me l'expliquer, parce que tu le ressens comme ça. Ouais, ça me paraît, ça doit être comme ça en fait. Ouais. Et alors souvent, ceux qui peuvent être au contraire c'est-à-dire très sensibles, qui captent beaucoup de choses, ils peuvent se mettre à distance de leurs émotions parce que c'est trop. Ah ouais. Parce qu'en fait, s'ils ouvrent la vanne, ils peuvent sentir qu'ils peuvent se faire embarquer par le truc, et du coup, souvent les personnes des fois les plus sensibles, et pour plein de raisons, elles se mettent à distance de ça, soit parce qu'on leur a appris à être à distance, soit parce que dans l'éducation, c'est un peu classique de, les mecs doivent pas pleurer, les femmes doivent être fortes, enfin il y a un peu des phrases un peu comme ça de notre génération et des générations d'avant qu'on a entendues, moins le cas maintenant je pense, mais je sais pas. En tout cas, soit ça se faisait pas comme ça, ou soit c'était... Il y a aussi des personnes qui vont se dire, moi, si j'étais trop dans l'émotion, en fait, j'avais pas l'impression d'être ce que mes parents attendaient que je sois, ou des fois des choses comme ça, qui font que les personnes se sont bridées parce qu'elles avaient l'impression que c'était un peu bizarre ce qu'elles ressentaient par rapport à ce que les autres faisaient comme retour, et du coup peuvent couper beaucoup. Non, je pense pas, je me reconnais pas du tout dans ça. Enfin, d'accord. En tout cas... moi, j'ai grandi dans un cadre très, très, très permissif. Ouais. Où du coup, j'ai pas vu d'injonction de
de restriction, de quoi que ce soit. Et du coup, en fait, vraiment, en tout cas, les émotions, je considère ça... En fait, je trouve ça presque pas cool de pas en avoir, tu vois. C'est presque... Je suis presque là du genre... putain, mais ça fait 2 ans que tu veux ça, quand même. Soit un contact, petit peu... quoi. Ouais, voilà, c'est ça. Ouais. Soit moins, du coup, rationnel ou terre à terre sur ça. Ouais, c'est ça. Ouais. Et parce que, du coup, en plus, pour le coup... Et quand je te dis, enfin, j'apparente ça à quelque chose de très positif, même quand je te dis quand je vais faire un repas avec mes potes, machin, passer un moment, me dire putain, ce moment il est génial, c'est vraiment quelque chose que je trouve vraiment cool de ressentir, tu vois, ou même le fait de pleurer, par exemple. Bon, là, je pense que j'ai tellement de chance dans ma vie que du coup ça fait très longtemps que j'ai pas été triste, mais en tout cas ressentir une profonde tristesse, pleurer beaucoup, le fait que ça sorte et tout, je trouve pareil c'est quelque chose que je vois comme quelque chose qui fait du bien, quoi. Donc j'ai pas trop de frein ou de peur ou de limite par rapport au fait de... Ouais, c'est intéressant en tout cas de voir que tu as cette sensibilité d'un côté-là, mais qui se manifeste pas par de l'émotion ressentie en fait dans ton corps. C'est comme si l'émotion était même intellectualisée, tu vois. Ouais, complètement. Je pense que truc-là. Ouais, tout à fait. Tout à fait. C'est pour ça que moi, si on m'avait... dans cette quête de justesse, de sens, ou si on m'avait dit que comment dire, ma démarche elle était vachement cérébrale, effectivement j'aurais été ok avec ça aussi, parce que j'ai l'impression de beaucoup en fait que tout passe que tout passe ou que par le cerveau ou par le cœur, mais tout le temps filtré un peu par oui, tu mentalises beaucoup en fait. Ton instinct, c'est comme si ton instinct d'un coup pouf il monte au cerveau pour le comprendre, pour voir ce qui se joue, pour le factualiser. Parce que t'es vachement là-dedans, dans les faits, dans le pragmatisme. Ouais, exactement. C'est intéressant de voir vraiment le mix du 1 tête-à-tête. En fait, le 1 tête-à-tête, c'est différent d'un 1 survie, parce que le 1 survie, c'est du pragmatisme sur du pragmatisme. Donc, ce n'est que ça. Alors que le 1 survie, c'est comme un peu une ambivalence entre cette passion, cette émotion, ce truc-là. Tête-à-tête, j'ai dit quoi ? Survie. Ah ouais, le 1 tête-à-tête, il y a une ambivalence entre ce truc un peu passionné, cet élan de vie, ce lien avec les autres, ce truc-là, et en même temps un pragmatisme qui est quand même bien présent, et ce truc de m'améliorer, d'optimiser, etc. Donc, c'est comme s'il y avait deux polarités qui vont ensemble, hein, mais qui se conjuguent, quoi. Le noir, le blanc, le vide, le plein, l'équilibre. Mais vraiment, moi, en tout cas, je me reconnais, bien dans ça, et j'ai trouvé ça hyper intéressant, du coup, de pouvoir trouver une forme de rationalité et d'expliquer, en fait, ces deux côtés-là qui paraissent opposés, en fait. On pourrait te dire, soit t'es pragmatique, soit t'es sensible, alors qu'en fait, tu peux être les deux, tu vois. Ouais. Et du coup, je sais que à un moment donné, je travaillais je travaille toujours un petit peu avec un galériste qui disait, vous pouvez pas comprendre, Max, c'est un bourrin subtil. Et du coup, je trouvais ça rigolo parce que ça en fait, ça en disait long sur le fait qu'en fait, je vais pouvoir être un bourrin et à la fois faire des trucs hyper précis, être hyper exigeant sur le millimètre. Et du coup, c'est des choses dans lesquelles je me reconnaissais. Je trouvais ça rigolo que les gens puissent, du coup, traduire ce qu'ils voient de moi par, du coup, des choses opposées, quoi. Et Max le bourrin subtil. Parfait. Je savais que j'aurais pas dû dire ça. C'est bon pour toi ? Est-ce que tu as encore des choses ? Moi, c'est bon ? Ça me paraît très bien. Trop bien. Merci d'être... c'est pas confort de passer derrière le micro, donc merci d'avoir
pris ce pari-là, ce défi, voilà, de se livrer derrière le micro. Merci à toi de m'avoir un petit peu sorti de... J'ai perdu mes mots. Sorti de quoi? De ma zone de confort. Ouais. Et du coup, de me prêter un petit peu à ce jeu-là. Et puis du coup, merci pour toute cette compréhension et puis cet ordre que tu peux mettre dans nos têtes et nos cœurs. Alors j'espère aussi que cet épisode il a mis peut-être de l'ordre justement. Alors je sais pas si c'est dans votre tête, dans votre corps, dans votre intuition. En tout cas, j'espère que cet épisode il a pu, si vous l'avez écouté et si vous avez raisonné avec certains points de l'optimisation, de ce rapport assez terre à terre, de la justice, de ce besoin de toujours s'améliorer. Voilà, si ça a un peu vibré, beaucoup vibré, possiblement. Il y aurait une piste sur le fait que vous avez peut-être du même profil, du même énéatype que Maxime. Encore merci à vous tous pour votre soutien. Vous savez, voilà, je fais ce podcast avec le cœur et merci pour tous vos retours, que ça soit en message privé, sur les avis, sur les notes, sur tout ça. Vous êtes au top. Donc c'est pour ça aussi que je continue. Donc merci beaucoup et à bientôt.